Il y a des choses dans la vie qui vous marquent à jamais. Et il y a des moments qui détruisent tout ce en quoi vous avez cru pendant des décennies. Ce soir-là de décembre à Marseille, mon propre fils m'a appris qu'il existe une douleur pire que la mort d'un mari, c'est découvrir que le fils que vous avez élevé avec votre sang, votre sueur et vos larmes vous considère comme moins importante que sa belle-mère. Je m'appelle Gabrielle Beaumont, j'ai 71 ans, et je vais vous raconter comment un simple bol de soupe a détruit 35 années de maternité, et comment j'ai donné la leçon la plus marquante de sa vie seulement 2 heures plus tard. Avez-vous déjà ressenti cette sensation qu'il va arriver quelque chose de terrible? Eh bien, j'aurais dû faire confiance à ce pressentiment quand Julien m'a appelé. Sa voix était différente, distante, comme s'il parlait à une étrangère. « Maman, jeudi nous venons dîner chez toi. Ma belle-mère veut mieux te connaître. » Sa belle-mère? Depuis quand Madame Fontaine était-elle devenue plus importante que moi, la mère qui avait élevé cet homme seul après la mort de son père? Le ton froid de sa voix aurait dû m'alerter. Cette façon de dire « nous venons dîner », comme s'il s'agissait d'une obligation sociale plutôt que d'un moment en famille. Cette mention de Madame Fontaine comme si son opinion comptait plus que tout. Mais moi, comme toute mère passionnément amoureuse de son fils, j'ai ignoré tous les signaux et je me suis jetée à corps perdu dans la préparation du dîner parfait. 3 jours entiers à cuisiner, nettoyer, organiser chaque détail dans mon appartement du quartier du Panier. La bouillabaisse avec les poissons les plus frais du Vieux-Port, achetée chez mon poissonnier de confiance qui me connaît depuis 20 ans. La daube provençale qui mijotait depuis des heures, remplissant l'appartement de ses arômes qui me rappelaient ma propre mère. La tarte aux figues qui embaumait toute la maison, préparée avec les figues que je garde précieusement depuis l'été. J'avais sorti ma plus belle vaisselle, celle de Limoges héritée de ma grand-mère. J'avais ciré les meubles jusqu'à ce qu'ils brillent, disposé des fleurs fraîches dans chaque pièce, allumé des bougies pour créer cette atmosphère chaleureuse que j'avais toujours su créer pour ma famille. Mon petit salon n'avait jamais été aussi accueillant. En préparant tout cela, je revoyais Julien enfant, quand il m'aidait à mettre la table pour les grandes occasions. Ses petites mains qui arrangeaient soigneusement les serviettes, ses yeux qui brillaient d'excitation à l'idée d'un repas de fête. Où était passé cet enfant plein d'amour et d'attention? Quand ils sont arrivés ce jeudi-là, le Mistral soufflait fort sur la canebière, apportant cette fraîcheur mordante de décembre qui fait claquer les volets. Mais rien n'était plus glacial que le regard de mon fils. Julien, 35 ans, mon fils unique, l'enfant que je berçais quand il faisait des cauchemars, est entré dans ma maison comme s'il était un étranger exécutant une corvée. Il portait ce costume sombre que je ne lui connaissais pas, ses cheveux étaient parfaitement coiffés, mais son visage était celui d'un homme qui préférait être ailleurs. Quand il m'a embrassé sur les joues, c'était mécanique, sans chaleur, comme on salue une connaissance. Margot m'a salué avec ce petit baiser faux d'habitude, ses lèvres effleurant à peine ma joue. Elle semblait nerveuse, jetant des regards inquiets tantôt vers Julien, tantôt vers sa mère. Je la connaissais assez maintenant pour savoir quand elle était mal à l'aise. Mais c'est Madame Fontaine qui m'a vraiment choquée. Elle est entrée dans ma maison comme si elle en était la propriétaire, examinant chaque meuble, chaque tableau, chaque détail avec cet air de supériorité qui m'a fait grincer des dents. Elle portait un tailleur Chanel noir, des bijoux qui valaient probablement plus que ma retraite annuelle, et ce sourire condescendant que certaines personnes maîtrisent à la perfection. « Bonsoir, Madame Beaumont », a-t-elle dit, touchant à peine ma main tendue. « Quel appartement, douillet. » Douillet. Le mot a sonné comme une insulte déguisée. Elle regardait autour d'elle comme si elle évaluait un bien immobilier de seconde zone, ses yeux s'arrêtant sur mes meubles modestes, mes bibelots collectionnés au fil des années, mes photos de famille qui racontaient une vie de travail et de simplicité. « J'espère que vous avez prévu quelque chose de léger », a-t-elle ajouté. « Je surveille beaucoup mon alimentation. » Le médecin, vous comprenez. J'ai souri et acquiescé, mais intérieurement, quelque chose commençait à se fissurer. Pas un mot gentil sur l'effort évident que j'avais fait. Pas un compliment sur la décoration ou l'atmosphère chaleureuse. Juste des exigences et des sous-entendus. Pendant l'apéritif, j'ai tenté de lancer la conversation,
mais chaque mot que je prononçais était ignoré par mon fils. Lui qui d'habitude me racontait au moins quelques anecdotes de son travail, qui me demandait des nouvelles de mes voisins, qui s'intéressait à mes activités, était devenu muet. Il n'avait d'yeux et d'attention que pour Madame Fontaine. « Comment se passe votre travail, Julien ?» ai-je demandé, essayant de l'inclure dans la conversation. « Ça va ?» a-t-il répondu brièvement, sans même me regarder, puis immédiatement, « Madame Fontaine, comment trouvez-vous ce quartier ? Il a beaucoup changé ces dernières années. » Et là, il s'est lancé dans une description détaillée du panier, de son histoire, de ses transformations, avec une passion et une connaissance que je ne lui connaissais pas. Comme s'il essayait d'impressionner cette femme avec sa culture locale. Quand j'ai mentionné que j'avais préparé la bouillabaisse spécialement pour lui, son plat préféré depuis l'enfance, celui qu'il me réclamait à chaque anniversaire, il n'a même pas tourné la tête vers moi. « La dame a fait de la bouillabaisse ? Quelle merveille !» s'est exclamée Madame Fontaine. « J'espère qu'il n'y a pas trop de safran. Mon estomac est très délicat. Et l'ail, j'espère que vous n'avez pas forcé sur l'ail. » Chaque phrase était une critique déguisée. Chaque commentaire remettait en question mes compétences culinaires. Et mon fils, mon propre fils acquiesçait à tout ce qu'elle disait, comme si ses préférences alimentaires étaient des commandements divins. J'ai avalé l'insulte et forcé un sourire, mais à l'intérieur, quelque chose était en train de se briser. 45 ans que je cuisine, que je nourris ma famille, que je mets tout mon amour dans mes plats, et cette femme osait remettre en question mes recettes avant même de les avoir goûtées. Bien sûr, Madame Fontaine, ai-je réussi à articuler. J'ai fait attention à ne pas trop relever. Pourquoi mentais-je ? Pourquoi cherchais-je à rassurer cette femme arrogante ? Ma bouillabaisse était parfaite, équilibrée, préparée selon la recette de ma mère et de ma grand-mère. Mais devant son attitude dédaigneuse et l'approbation silencieuse de mon fils, je me sentais soudain comme une cuisinière amateur. C'est quand nous nous sommes installés à table que l'impensable s'est produit. Le moment qui allait tout changer entre nous pour toujours. J'ai apporté la soupière fumante de bouillabaisse, celle que j'avais cuisinée avec tant d'amour, et j'ai commencé à servir. Par politesse, j'ai servi d'abord Madame Fontaine, en lui donnant les meilleurs morceaux de poisson. Puis Margot, qui m'a remercié d'un sourire timide. Puis je me suis tourné vers Julien. Et c'est là que mon cœur s'est brisé en 1000 morceaux. Julien a levé la main pour m'empêcher de le servir et a dit « Non, maman. Laisse, je me sers moi-même. » J'ai repris la louche, pensant qu'il voulait se servir seul, par coquetterie peut-être. Mais non. Il a pris la louche de mes mains, a resservi de la bouillabaisse à Madame Fontaine. « Vous devez reprendre » lui a-t-il dit avec un sourire que je ne lui voyais plus depuis des années. « C'est délicieux. Vous n'en avez pris qu'une petite portion. » Je suis resté planté là, tenant la soupière vide, observant mon fils traiter une étrangère mieux qu'il ne traitait sa propre mère. Madame Fontaine a souri avec satisfaction, comme si elle était la reine de la table. Elle a même hoché la tête d'un air approbateur, comme si Julien venait de passer un test. « Quel fils attentionné tu as, Margot » a-t-elle dit, ignorant complètement que j'étais sa mère. J'ai essayé de masquer l'humiliation, mais mes mains tremblaient quand je suis retourné à la cuisine chercher plus de soupe. Je me suis appuyé contre l'évier, respirant profondément, luttant contre les larmes qui menaçaient de déborder. Dans le reflet de la fenêtre, j'ai vu une femme de 71 ans, fatiguée, blessée, qui ne reconnaissait plus son propre fils. Julien n'avait même pas remarqué que je ne m'étais pas encore servi. N'avait pas remarqué les larmes que je luttais pour contenir. N'avait pas remarqué que sa mère, celle qu'il avait élevée seule pendant tant d'années, était devenue invisible à ses yeux. Quand je suis revenu avec plus de bouillabaisse, la scène s'est répétée. Il s'est servi rapidement et a de nouveau proposé davantage à Madame Fontaine. Moi, sa mère, j'étais passé en dernier. Toujours en dernier. Encore un peu, Madame Fontaine, demandait-il avec cette prévenance que j'aurais aimé qu'il ait pour moi. Oh, juste un petit peu alors, répondait-elle, jouant la femme délicate qui se fait prier. Et moi ? Moi, j'attendais,
debout à côté de la table, que mon propre fils daigne s'occuper de moi. Quand j'ai finalement pu me servir, ma portion était ridicule comparée à celle qu'il avait donnée à sa belle-mère. Pendant tout le repas, le même schéma s'est répété. Julien se précipitait pour servir de l'eau à sa belle-mère, lui demandait si elle avait besoin de plus de pain, si tout était à son goût, si la température de la pièce lui convenait. Pour moi, sa mère qui avait préparé tout ce festin, pas même un regard. Cette daube est remarquable, a déclaré Madame Fontaine. Vous avez un vrai talent, Madame Beaumont. Julien me disait justement que vous étiez excellente cuisinière. Mensonge. Julien ne lui avait rien dit de tel. S'il l'avait fait, elle n'aurait pas été si critique avant le repas. Mais il a acquiescé comme si c'était vrai, comme si mes talents culinaires n'existaient que s'ils étaient validés par cette femme. C'est quand j'ai apporté la tarte aux figues que la goutte d'eau a fait déborder le vase. Ah, quel dommage, a dit Madame Fontaine en regardant ma belle tarte dorée. Je ne mange pas de sucreries après 20 heures. C'est mauvais pour la digestion. Et puis, les figues, c'est si lourd le soir. Bien sûr, madame, a dit Julien immédiatement, comme un serviteur zélé. Maman, tu peux ranger la tarte. Madame Fontaine ne mange pas de dessert le soir. Ce n'était pas à propos de la tarte. C'était le fait que mon fils avait transformé tout le dîner en une séance d'adoration pour une étrangère, pendant que moi, qui avais cuisiné pendant 3 jours, je ne méritais même pas son attention. À ce moment-là, en regardant cet homme que je ne reconnaissais plus, j'ai pris une décision qui allait changer nos vies à jamais. Je me suis levé calmement de table et j'ai dit, « Excusez-moi, je vais chercher les clés de rechange de l'appartement. » Margot m'a regardé avec confusion, « Des clés de rechange ? Pourquoi faire, Madame Beaumont ?» J'ai souri. Pour la première fois de la soirée, un sourire authentique. Parce que, ai-je dit en revenant de la cuisine avec les clés dans la main, si mon fils préfère servir et faire plaisir aux étrangers plutôt que de respecter sa propre mère, alors il est peut-être temps qu'il apprenne la valeur de ce qu'il a perdu. Et là, devant tout le monde, j'ai marché vers la porte et j'ai commencé à changer la serrure point. Vous pensez que j'ai exagéré ? Ou est-ce qu'il y a des limites qu'un fils ne peut pas dépasser ? Restez avec moi, parce que vous n'avez encore rien vu. Ce qui s'est passé après cette nuit-là a changé non seulement ma relation avec Julien, mais a complètement transformé sa vie d'une façon qu'il n'avait jamais imaginée. Et je peux vous garantir, la leçon qu'il a apprise était plus puissante que toutes les paroles que j'aurais pu dire. Le bruit de la perceuse résonnait dans l'appartement comme un tambour de guerre. Chaque vis que je retirais de l'ancienne serrure était une décennie de déception arrachée de mon âme. Julien me regardait bouche bée, comme s'il n'arrivait pas à croire ce qu'il voyait. « Maman, tu es devenue folle » a-t-il crié, essayant d'arracher la perceuse de mes mains. « Arrête ça maintenant !» Mais je n'ai pas arrêté. À 71 ans, j'ai découvert que j'avais encore assez de force pour défendre ma dignité. La nouvelle serrure était là, attendant depuis des mois, je l'avais achetée en pensant rénover la sécurité, mais elle s'est avérée parfaite pour rénover ma vie. Mes mains ne tremblaient pas. Pour la première fois de la soirée, j'étais parfaitement maîtresse de moi-même. Chaque mouvement était précis, déterminé. 45 ans que je vivais dans cet appartement, et jamais je n'avais ressenti un tel sentiment de propriété, de contrôle sur mon propre espace. « Gabriel, c'est ridicule » a dit Madame Fontaine en se levant de table avec indignation. « Une femme de votre âge qui fait ce scandale. Qu'est-ce que vont penser les voisins ? » Les voisins ? Cette femme se préoccupait de l'opinion des voisins alors qu'elle venait de passer 2 heures à m'humilier dans ma propre maison ? Un scandale, ai-je répondu sans cesser de travailler sur la serrure. Le scandale, c'est d'élever un fils seul pendant 35 ans et découvrir qu'il me traite plus mal qu'une domestique. Margot a essayé de jouer les médiatrices, belle-mère, discutons. Je suis sûre que c'est juste un malentendu. Un malentendu ? J'ai levé les yeux vers elle, cette jeune femme que j'avais toujours traitée comme ma propre fille. Margot, ma chérie, ai-je dit calmement tout en continuant mon travail, un malentendu, c'est quand on se trompe 2 jours pour un rendez-vous. Ce qui vient de se passer,
c'est du mépris pur et simple. Mais ce n'était pas un malentendu. C'étaient des années de petites humiliations que j'avais ignorées, espérant qu'il changerait. Les visites de plus en plus rares, les appels téléphoniques protocolaires qui duraient à peine 5 minutes, les Noëls où il arrivait en retard parce que la famille de Margot est nombreuse et compliquée. Je me souvenais maintenant de tous ces signes que j'avais choisi d'ignorer. Les fois où il regardait sa montre pendant mes histoires. Les fois où il répondait au téléphone même quand nous étions en pleine conversation. Les fois où il semblait soulagé de partir. Julien, ai-je dit en me retournant finalement pour le regarder dans les yeux, quand est-ce que tu m'as demandé pour la dernière fois comment j'allais? Vraiment? Pas une question de politesse, mais un intérêt sincère? Il a ouvert la bouche, mais aucun mot n'en est sorti. Parce qu'il savait. Il savait que depuis des mois, il ne me contactait que quand il avait besoin de quelque chose ou quand Margot le forçait à me rendre visite. Et quand est-ce que tu m'as apporté des fleurs pour la dernière fois? Ou que tu t'es souvenu de mon anniversaire sans que Margot te le rappelle? Ou que tu m'as invité à dîner chez vous? Le silence qui a suivi était assourdissant. Même Madame Fontaine avait cessé ses protestations. Quand est-ce que tu m'as appelé juste pour entendre ma voix? Quand est-ce que tu as eu envie de passer du temps avec moi, sans obligation, sans Margot qui te pousse? Julien regardait ses chaussures, incapable de soutenir mon regard. Et dans ce silence, j'ai entendu la réponse que je redoutais. Jamais. Ou du moins, pas depuis très longtemps. J'ai terminé d'installer la nouvelle serrure et je l'ai testée. Elle fonctionnait parfaitement. Comme ma nouvelle vie fonctionnerait. Voilà, ai-je annoncé en rangeant les outils. Maintenant vous pouvez partir. Et avant que vous ne demandiez, non, je ne donnerai pas la nouvelle clé à quiconque ne me respecte pas. Madame Fontaine était rouge de colère, c'est un scandale. Comment osez-vous traiter votre fils ainsi? Après tout ce qu'il a fait pour vous. Tout ce qu'il a fait pour moi? J'ai failli éclater de rire. Quoi exactement? Les visites obligatoires 3 fois par an? Les appels du dimanche qui duraient 10 minutes? Les cadeaux d'anniversaire choisis par Margot? De la même façon qu'il me traite, ai-je répondu calmement. Avec indifférence. Julien a finalement trouvé sa voix. Maman, tu exagères. Je te respecte. Me respecter, j'ai ri, mais c'était un rire amer qui montait des tréfonds de ma déception. Julien, tu viens de passer 2 heures à ma table sans m'adresser une seule parole directe. Tu as servi ta belle-mère 3 fois pendant que moi, qui ai cuisiné tout cela, je passais en dernier. Tu as complètement ignoré mes tentatives de conversation sur ton enfance, tes projets, ta vie. Tu m'as traité comme une étrangère dans ma propre maison. Les larmes ont commencé à se former dans ses yeux, mais je n'ai pas été ému. Pas encore. Et tu sais ce qui me fait le plus mal, ai-je continué? Ce n'est même pas le manque de respect. C'est de réaliser que tu es devenu un homme que je ne reconnais pas. Le petit garçon que j'ai élevé n'aurait jamais traité quelqu'un ainsi, encore moins sa mère. Margot a pris le bras de son mari, Julien, elle a raison. Tu as vraiment été froid aujourd'hui. Mais Madame Fontaine ne s'est pas avouée vaincue, Gabriel, vous dramatisez. Julien était simplement poli avec moi. C'est de la bonne éducation. Poli avec vous et grossier avec moi, ai-je rétorqué. L'éducation, c'est savoir bien traiter tout le monde, pas choisir qui mérite l'attention en fonction du statut social. J'ai pris leur manteau sur le porte-manteau et je les ai tendus, maintenant, s'il vous plaît, retirez-vous. J'ai besoin de débarrasser la table et de réfléchir à comment j'ai élevé un fils qui préfère impressionner les étrangers plutôt que d'aimer sa famille. Julien a pris son manteau avec des mains tremblantes. Maman, ce n'était pas mon intention. Ce n'était pas ton intention, l'ai-je interrompu. Julien, l'intention est quelque chose qu'on a ou qu'on n'a pas. Tu m'as intentionnellement ignoré pendant tout le dîner. Tu as intentionnellement donné la priorité à elle plutôt qu'à moi. Tu m'as intentionnellement fait me sentir invisible dans ma propre maison. Ce n'étaient pas des actions accidentelles. Il a ouvert la bouche pour protester, mais j'ai levé la main.
Non, laisse-moi finir. Pendant que tu étais si occupée à impressionner Madame Fontaine, as-tu remarqué que je n'avais pas encore mangé? As-tu vu mes mains trembler quand je suis retournée à la cuisine? As-tu entendu ma voix se briser quand j'ai essayé de te parler de tes souvenirs d'enfance? Le silence était total maintenant. Même les bruits de la rue semblaient s'être tus. Non, tu n'as rien remarqué. Parce que pour toi, ce soir, je n'existais pas. J'étais juste la cuisinière, la servante, la femme qui préparait le décor pour que tu puisses briller devant ta belle-mère. Margot pleurait maintenant, et j'ai senti une pointe de culpabilité. Elle n'était pas responsable de la froideur de son mari. Je suis désolée que tu assistes à cela, Margot, ai-je dit plus doucement. Mais il fallait que cela soit dit. Ils se sont dirigés vers la porte, mais avant de sortir, Julien s'est retourné, et maintenant? On va rester comme ça pour toujours? J'ai respiré profondément, sentant le poids des années et des déceptions s'abattre sur mes épaules. Je ne sais pas, mon fils. Cela dépend de toi apprendre la différence entre être poli et être respectueux. Entre impressionner les gens importants et valoriser ceux qui comptent vraiment. Mais tu comptes pour moi, a-t-il protesté. Vraiment? Alors pourquoi ai-je l'impression d'être une obligation dans ta vie plutôt qu'une joie? Pourquoi ai-je l'impression que tu viens me voir par devoir plutôt que par envie? Il n'a pas répondu. Parce qu'il savait que j'avais raison. Quand tu auras trouvé la réponse à cette question, ai-je ajouté, peut-être que nous pourrons parler. La porte s'est fermée derrière eux, et pour la première fois depuis des années, mon appartement s'est retrouvé dans un silence total. Un silence qui n'était pas vide, mais plein de possibilités. J'ai regardé la table encore dressée, les assiettes à peine touchées, la tarte aux figues que personne n'avait mangée. Je ne me suis pas senti désolée pour moi-même. J'ai ressenti de la fierté. À 71 ans, j'avais finalement appris à me valoriser. J'ai commencé à débarrasser la table, chaque geste lent et réfléchi. En ramassant l'assiette de Julien, j'ai vu qu'il avait à peine touché à ma daube provençale. Cette recette que j'avais perfectionnée pendant des années, qu'il adorait enfant, qu'il réclamait lors de ses visites, ce soir, elle ne méritait même pas son attention. En lavant la vaisselle, j'ai pensé à toutes les fois où j'avais excusé son comportement. Il est stressé au travail, me disais-je. Il a beaucoup de responsabilités. Margot a besoin de lui. Toujours des excuses pour justifier qu'il me relègue au second plan. Mais ce soir, quelque chose avait cassé. Cette façon dont il m'avait empêché de le servir pour resservir sa belle-mère. Ce sourire qu'il lui adressait, ce sourire que je ne voyais plus jamais quand il me regardait. Cette attention qu'il lui portait, cette déférence qu'il n'avait plus pour moi depuis si longtemps. Quand j'ai eu fini de nettoyer, je me suis assise dans mon fauteuil préféré, celui où je lis le soir, celui d'où je peux voir les lumières du Vieux-Port par la fenêtre. L'appartement était silencieux, mais ce n'était plus le silence de la solitude. C'était le silence de la liberté. Pour la première fois depuis des mois, je n'avais pas à me soucier de plaire à quelqu'un. Je n'avais pas à mesurer mes mots, à espérer un regard bienveillant, à mendier l'attention de mon propre fils. J'ai touché la nouvelle serrure. Froide, solide, inviolable. Comme ma détermination désormais. Dehors, le Mistral continuait à souffler, mais à l'intérieur, j'étais enfin en paix. L'histoire ne faisait que commencer. 3 jours se sont écoulés sans un appel téléphonique. 3 jours que j'ai utilisés pour redécouvrir qui était Gabrielle Beaumont au-delà d'être une mère dévouée. J'ai nettoyé la maison, organisé de vieilles photos, lu 2 livres qui attendaient depuis des mois sur ma table de chevet. Et, pour la première fois depuis des années, je me suis senti en paix. Ces 3 jours ont été comme une convalescence. Le vendredi matin, je me suis réveillée sans cette angoisse habituelle de savoir si Julien allait appeler, si j'allais dire quelque chose qui le dérangerait, si j'allais être assez intéressante pour retenir son attention. J'ai préparé mon café tranquillement, j'ai ouvert les volets sur le port de Marseille qui scintillait sous le soleil hivernal, et j'ai respiré. Le samedi, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis longtemps,
j'ai appelé mon amie Françoise, celle avec qui je partageais tout avant que ma vie ne se résume à attendre les miettes d'affection de mon fils. Nous avons parlé pendant 2 heures. De livres, de voyages, de nos rêves d'adolescente, de tout sauf de enfants ingrats. J'avais oublié à quel point il était agréable d'avoir une conversation où je n'avais pas à mesurer chaque mot. Le dimanche, j'ai fait une longue promenade sur la corniche, respirant l'air marin, regardant les voiliers danser sur les vagues. Des familles pique-niquaient malgré le froid, des enfants couraient en riant. J'ai observé un petit garçon offrir spontanément la moitié de son sandwich à sa grand-mère. Simple. Naturel. Sans calcul. J'ai souri en pensant que certaines valeurs existaient encore. Le lundi suivant, Margot est apparue à ma porte. « Belle-mère, puis-je entrer ?» a-t-elle demandé, les yeux rouges de quelqu'un qui avait pleuré. J'ai ouvert la porte, après tout, elle ne m'avait pas manqué de respect. « Bien sûr, ma chérie. Tu veux un café ?» Nous nous sommes installés dans la cuisine, où l'arôme du café frais se mélangeait au silence lourd entre nous. Margot semblait nerveuse, tournant sa cuillère sans arrêt dans sa tasse, évitant mon regard. « Il ne va pas bien ?» a-t-elle dit finalement. « Il n'a pas bien dormi depuis jeudi. Il a à peine mangé ce week-end. » Et, ai-je répondu, plus durement que prévu. Et il a finalement compris ce qu'il a fait. Margot a remué son café nerveusement. « Vous savez, belle-mère, ma mère a toujours été comme ça. Exigeante, critique, contrôlante. Julien se sent sous pression de l'impressionner parce qu'elle n'approuve jamais rien. Mais cela ne justifie pas la façon dont il vous a traité. » Intéressant. Alors il y avait plus derrière cette histoire. J'ai commencé à comprendre la dynamique complexe qui avait mené à cette soirée désastreuse. Elle le critique constamment, a continué Margot. Son travail n'est jamais assez prestigieux, notre appartement n'est jamais assez grand, nos vacances ne sont jamais assez luxueuses. Et Julien essaie toujours de lui prouver qu'il vaut quelque chose. Et moi dans tout ça, ai-je demandé. Margot a baissé les yeux. Vous l'aimez inconditionnellement. Il le sait. Alors il tient votre amour pour acquis et dépense toute son énergie à essayer de gagner l'approbation de celle qui ne la donnera jamais. Cette révélation m'a frappé comme une gifle. Mon amour inconditionnel était devenu une faiblesse? Ma constance était devenue une négligence? Il a peur, a continué Margot. Peur que vous ne lui pardonniez pas, peur d'avoir perdu sa mère à jamais à cause d'une soirée stupide. Et il devrait avoir peur, ai-je répondu sans hésiter. Margot, as-tu des enfants? Pas encore, mais nous voulons en avoir. Alors laisse-moi te donner un conseil, quand tu auras tes enfants, apprends-leur dès le plus jeune âge que le respect ne se négocie pas. Que la gentillesse n'est pas sélective. Que la famille est une priorité, pas un public pour impressionner les autres. Margot a acquiescé, les larmes coulant sur son visage. Vous avez raison. Et il le sait. C'est pour ça qu'il souffre tant. Tu sais ce qui me fait le plus mal, Margot, ai-je ajouté. Ce n'est pas cette soirée en particulier. C'est de réaliser que depuis des mois, peut-être des années, j'ai été reléguée au second plan. Les coups de fil rapides, les visites écourtées, les anniversaires oubliés. Tout cela a culminé jeudi soir. Il s'en rend compte maintenant, a dit Margot doucement. Il a passé le week-end à regarder toutes les photos de son enfance. À relire vos lettres quand il était étudiant. À se rappeler tout ce que vous avez sacrifié pour lui. Nous avons terminé notre café en silence. Quand elle s'est levée pour partir, elle a dit, « Belle-mère, je ne demande qu'une chose, quand il trouvera le courage de venir ici, donnez-lui une chance de s'expliquer. » Il a vraiment changé ces 3 jours. Après le départ de Margot, je suis restée songeuse. Était-ce vrai? Julien avait-il vraiment compris la gravité de ses actes? La réponse est venue le mercredi. Il était 7 heures du matin quand j'ai entendu des coups discrets à la porte. J'ai regardé par l'œilleton et j'ai vu Julien, tenant quelque chose dans ses mains. Il était différent, vêtements froissés, barbe de 3 jours, yeux fatigués.
Il ressemblait à un homme qui n'avait pas dormi depuis des jours. J'ai ouvert la porte mais je ne l'ai pas invité à entrer. « Bonjour, maman », a-t-il dit, la voix enrouée d'émotion. « Bonjour, Julien. » Il a tendu ce qu'il tenait, un bouquet de lys blanc, mes fleurs préférées, et une lettre écrite à la main. « Puis-je entrer ? J'ai besoin de te dire quelque chose. » J'ai hésité. Une partie de moi voulait le laisser dehors, lui faire ressentir ce que c'était d'être rejeté. Mais une autre partie, celle qui était encore mère, a cédé. « Entre. » Il s'est assis sur le canapé où il avait joué tant de fois quand il était enfant. Ses mains tremblaient en tenant la lettre. Dans cette position, penché en avant, vulnérable, j'ai retrouvé l'enfant qu'il avait été. « Maman, j'ai passé les 3 derniers jours à réfléchir. À réfléchir à tout. À la façon dont je t'ai traité, à la façon dont je me suis comporté, au type d'homme que je suis devenu. » Sa voix a failli. Et je n'aime pas ce que j'ai vu. Je suis restée silencieuse, attendant. Tu as raison. Surtout. Je t'ai ignoré, je t'ai manqué de respect, je t'ai fait te sentir invisible dans ta propre maison. Et le pire, je l'ai fait consciemment. Parce que je voulais impressionner Madame Fontaine, parce que je voulais qu'elle m'approuve, parce que je voulais. Mon Dieu, je ne sais même plus ce que je voulais. Il s'est arrêté pour respirer, luttant contre les larmes, mais je sais ce que j'ai perdu. J'ai perdu le respect de la seule personne qui m'a toujours aimé inconditionnellement. J'ai perdu la confiance de la femme qui a tout sacrifié pour moi. J'ai perdu. Tu as perdu quoi, Julien ? Ai-je demandé doucement. J'ai perdu ma mère. Et c'est entièrement de ma faute. Maintenant les larmes coulaient librement sur son visage. Il a tendu la lettre. J'ai tout écrit ici. Chaque souvenir qui m'est revenu ces derniers jours. Chaque fois que tu as été là pour moi et que je ne t'ai même pas remercié. Chaque sacrifice que tu as fait et que j'ai ignoré. J'ai pris la lettre. 5 pages écrites à la main, avec une écriture nerveuse mais sincère. Maman, je ne suis pas venue ici demander pardon. Je suis venue demander une chance. Une chance de prouver qu'il existe encore, dans cet homme terrible de jeudi, le petit garçon que tu as élevé avec tant d'amour. J'ai regardé vers lui, vraiment regardé. J'ai vu le petit garçon de 8 ans qui pleurait pendant ses cauchemars. L'adolescent de 16 ans qui me serrait dans ses bras quand je rentrais fatigué du travail. Le jeune homme de 25 ans qui m'appelait tous les dimanches juste pour discuter. Où ce Julien-là s'était-il perdu ? Et comment comptes-tu prouver cela ? Ai-je demandé. Il a respiré profondément, premièrement, en mettant fin à ma relation avec Madame Fontaine. Pas avec Margot, elle n'est pas responsable de sa mère contrôlante. Mais je ne me soumettrai plus à la pression d'impressionner cette femme. Cela m'a surprise. Julien. Deuxièmement, a-t-il continué, je veux redevenir ton fils. Vraiment. Pas des visites protocolaires, pas des appels téléphoniques forcés. Je veux que nous fassions des choses ensemble. Je veux connaître tes amis, tes loisirs, ta vie au-delà d'être ma mère. Mon cœur a commencé à s'attendrir, mais j'ai maintenu ma prudence. Et troisièmement, a-t-il dit en se levant, je veux te demander ton aide pour devenir un homme meilleur. Pour Margot, pour nos futurs enfants, pour moi-même. Parce que j'ai réalisé qu'à un moment de ma vie, j'ai cessé de me soucier des bonnes personnes et j'ai commencé à trop me préoccuper des mauvaises. Nous sommes restés silencieux pendant de longues minutes. Je tenais les fleurs, il attendait une réponse. Julien, ai-je dit finalement, les mots sont faciles. Tu viens de dire beaucoup de belles paroles. Mais j'ai besoin de voir des actions. Je le sais. Et je suis prêt pour cela. D'accord. Mais avec des conditions. Il a acquiescé immédiatement. Première condition, pas de promesses grandioses. Je veux des gestes petits et constants. Un appel hebdomadaire sincère, pas protocolaire. Une visite mensuelle où nous parlons de nos vies, pas de la météo. J'accepte. Deuxième condition, tu vas connaître ma vie. Mes amis du club de lecture, mes cours d'aquarelle,
mes promenades au Vieux-Port. Tu vas comprendre que je suis une personne complète, pas seulement ta mère. J'accepte. Troisième condition, tu vas apprendre à dire non aux personnes qui essaient de te contrôler, y compris les belles-mères autoritaires. Un homme de 35 ans n'a besoin de l'approbation de personne pour être heureux. Il a souri pour la première fois, j'accepte particulièrement celle-là. Et dernière condition, ai-je dit en me levant et en le regardant dans les yeux, la prochaine fois que tu me manques de respect, il n'y aura pas de seconde chance. Je ne change pas la serrure, je change de ville. Il m'a serré dans ses bras alors. Un câlin désespéré, de quelqu'un qui avait failli tout perdre et le savait. Merci, maman. Merci de ne pas avoir abandonné. J'ai rendu l'étreinte, mais encore avec des réserves. La confiance se reconstruit lentement. Maintenant, ai-je dit en m'écartant, que dirais-tu de commencer par préparer un café décent? Et tu vas me raconter ce qui s'est vraiment passé ces 3 jours. Pendant que nous préparions le café ensemble, comme nous ne l'avions pas fait depuis des années, j'ai pensé à comment parfois il faut complètement casser quelque chose pour le réparer correctement. Nous avons parlé pendant 3 heures. Julien m'a raconté comment il s'était senti piégé entre l'exigence constante d'approbation de sa belle-mère et ma présence rassurante qu'il tenait pour acquise. Comment il avait peu à peu perdu de vue ce qui était vraiment important. Comment cette soirée lui avait ouvert les yeux sur l'homme qu'il était devenu. Tu sais ce qui m'a fait le plus mal, m'a-t-il dit. C'est de réaliser que j'étais devenu quelqu'un que tu ne reconnaissais pas. Que le petit garçon que tu as aimé et élevé avait disparu quelque part en route. Il n'avait pas disparu, ai-je répondu. Il était juste enterré sous les attentes des autres et t'as peur de ne pas être à la hauteur. Ce jour-là, nous avons établi de nouvelles règles. Plus de visites par obligation. Plus d'appels parce que Margot le poussait. Plus d'excuses pour un comportement irrespectueux. Nous allions reconstruire notre relation sur des bases saines, avec du respect mutuel et de l'affection sincère. Quand il est parti ce soir-là, j'ai senti que quelque chose avait vraiment changé. Pas seulement dans ses paroles, mais dans ses yeux, dans sa façon de me regarder, dans l'attention qu'il me portait. La vraie surprise était encore à venir. 2 mois se sont écoulés depuis cette nuit-là. 2 mois de reconstruction lente mais solide. Julien a tenu chacune de ses promesses, des appels hebdomadaires qui duraient des heures, des visites où nous conversions vraiment, une participation à mes activités. Il s'est même inscrit à des cours de cuisine pour apprendre à cuisiner comme ma mère. Ces 2 mois ont été une révélation. J'ai redécouvert mon fils, mais plus encore, j'ai découvert l'homme qu'il était capable d'être. Nos conversations téléphoniques du dimanche sont devenues le moment le plus attendu de ma semaine. Il me racontait ses projets, ses doutes, ses espoirs. Moi, je lui parlais de mes lectures, de mes nouvelles amitiés au club d'aquarelle, de mes découvertes culinaires. La première fois qu'il est venu à mon cours d'aquarelle, j'ai vu la surprise dans les yeux des autres participants. « Votre fils s'intéresse à la peinture ?» m'a demandé Paulette, ma voisine de chevalet. « Il s'intéresse à moi ?» ai-je répondu simplement. Et c'était vrai. Pour la première fois depuis des années, Julien me regardait vraiment, m'écoutait vraiment, me voyait comme une personne entière et non plus seulement comme sa mère. Nos promenades au Vieux-Port étaient devenues rituelles. Chaque premier dimanche du mois, nous marchions ensemble, parlant de tout et de rien. Il me montrait des endroits de Marseille que je ne connaissais pas malgré mes 70 ans de vie ici. J'avais l'impression de redécouvrir ma propre ville à travers ses yeux. Mais c'est un mardi de février que la véritable leçon est arrivée. Je sortais de mes cours d'aquarelle quand j'ai vu Julien debout au coin de la rue, m'attendant visiblement. Mais il n'était pas seul. Margot était là, et Madame Fontaine. Mon sang s'est glacé. Avait-il fait marche arrière sur tout? « Bonsoir, maman » a dit Julien en s'approchant. « Puis-je te parler 1 minute ?» J'ai regardé Madame Fontaine avec méfiance. Elle semblait extrêmement mal à l'aise, ce qui était déjà inhabituel pour cette femme habituellement si sûre d'elle. « Bien sûr. Mais explique-moi d'abord ce qui se passe. » Julien a respiré profondément,
Madame Fontaine a demandé à te parler. Elle a quelque chose d'important à te dire. » La femme s'est approchée, visiblement gênée. Elle était différente, moins arrogante, plus humble. Ses vêtements étaient moins ostensibles, son maquillage plus discret. Même sa posture avait changé. « Madame Beaumont, a-t-elle commencé, j'ai besoin de vous présenter mes excuses. Je ne m'attendais pas à ça. Depuis cette soirée chez vous, je n'arrive pas à arrêter de penser à ce qui s'est passé. Et surtout à ce que ma fille m'a dit après. » J'ai regardé Margot, qui a hoché la tête encourageant sa mère à continuer. Margot m'a tout raconté. Comment vous avez élevé Julien seul? Comment vous avez travaillé 2 emplois pour lui payer ses études? Comment vous avez vendu vos bijoux pour financer son université? Comment vous ne vous êtes jamais remarié parce que vous vouliez consacrer toute votre attention à bien l'élever? Madame Fontaine a marqué une pause, luttant visiblement avec les mots, et elle m'a raconté comment moi, sans rien savoir de tout cela, je vous ai traité comme n'importe qui. Comme si votre fils n'était pas extraordinaire précisément grâce à tout ce que vous avez fait pour lui. Je suis restée silencieuse, encore en train de digérer l'information. Mais ce qui m'a vraiment ébranlée, a-t-elle continué, c'est quand Julien est venu chez nous la semaine dernière et m'a dit qu'il n'allait plus se soumettre à mon approbation. Qu'il avait réalisé qu'être toujours en train d'essayer de m'impressionner avait fait de lui un homme qui manquait de respect à celle qui méritait vraiment le respect. Julien m'a regardé, je lui ai dit que je préférais avoir ton approbation, maman, plutôt que celle de n'importe qui d'autre au monde. Madame Fontaine a acquiescé, et c'est là que j'ai compris. J'ai compris que mon attitude contrôlante n'avait pas seulement blessé vous, mais avait failli détruire la relation entre une mère et son fils. Et j'ai compris que si je continuais ainsi, je perdrais non seulement le respect de Julien, mais aussi celui de Margot. Elle a marqué une nouvelle pause, et j'ai perçu qu'elle était sincèrement émue. Madame Beaumont, j'ai 2 fils moi aussi. Et si un jour quelqu'un traitait un de mes fils comme j'ai traité le vôtre, j'en serais dévastée. La sincérité dans sa voix m'a touchée. Je ne m'attendais pas à cela. Alors je suis venue ici aujourd'hui, a-t-elle continué, non seulement pour m'excuser, mais pour vous demander si vous me donneriez une seconde chance. Une chance de connaître la femme extraordinaire qui a élevé l'homme que ma fille aime. J'ai regardé les 3, Julien anxieux, Margot pleine d'espoir, Madame Fontaine vulnérable. C'était un tableau complètement différent d'il y a 2 mois. Madame Fontaine, ai-je dit finalement, j'accepte vos excuses. Mais j'ai une condition. N'importe laquelle. La prochaine fois que nous dînerons ensemble, parce qu'il y aura une prochaine fois, vous m'aiderez en cuisine. Vous apprendrez mes recettes. Et nous parlerons comme 2 mères qui veulent le meilleur pour leurs enfants. Elle a souri, pour la première fois un sourire authentique, ce serait un honneur. Mais l'histoire ne s'arrêtait pas là. Madame Fontaine s'est rapprochée encore. Il y a autre chose, Madame Beaumont. Quelque chose que je veux vous dire, et que Julien ne sait pas encore. Nous l'avons tous regardé avec curiosité. Ces 2 derniers mois, depuis notre incident, j'ai beaucoup réfléchi à ma façon d'être mère. À ma façon de traiter Margot. À ma façon de contrôler au lieu d'aimer. Et j'ai réalisé que j'étais en train de reproduire avec ma fille exactement ce que ma propre mère avait fait avec moi. Ses yeux se sont remplis de larmes, j'ai grandi avec une mère qui ne me trouvait jamais assez bien. Rien de ce que je faisais n'était satisfaisant. J'ai passé ma vie à essayer de gagner son approbation, et quand elle est morte, j'ai réalisé que je ne l'aurais jamais. Alors j'ai décidé que moi, au moins, j'aurais des standards élevés. Elle s'est essuyé les yeux, mais j'ai confondu avoir des standards avec être impossible à satisfaire. J'ai confondu vouloir le meilleur pour ma fille avec la contrôler complètement. Et j'ai créé le même cycle toxique. Margot a pris la main de sa mère, émue. Quand j'ai vu ce que mon attitude avait provoqué chez Julien, comment elle l'avait poussé à vous manquer de respect pour essayer de me plaire, j'ai eu honte. Une honte profonde. Parce que j'avais non seulement blessé une mère innocente, mais j'avais aussi corrompu un bon fils. Julien m'a serré dans ses bras. Maman, merci. Pour tout. Pour m'avoir appris que le respect ne se négocie pas.
pour m'avoir montré qu'impressionner les gens ne vaut pas plus qu'aimer sa famille. Pour ne pas avoir abandonné, ai-je complété. Même quand tu avais presque abandonné toi-même. Cette soirée-là, quand je suis rentré chez moi, j'ai réfléchi au dernier mois. Une simple serrure changée avait non seulement transformé ma relation avec mon fils, mais avait enseigné des leçons importantes à nous tous. Julien avait appris que la gentillesse sélective n'est pas de la gentillesse. Margot avait appris l'importance de défendre ce qu'on aime. Madame Fontaine avait appris que le contrôle déguisé en soin fait plus de mal que de bien. Et moi ? J'avais appris qu'il n'est jamais trop tard pour enseigner le respect. Que parfois l'amour véritable exige des actions drastiques. Et que défendre sa dignité n'est pas de l'égoïsme, c'est une nécessité. 3 semaines plus tard, j'ai reçu un appel de Julien. « Maman, nous avons une nouvelle. » « Quelle nouvelle ? » ? « Margot est enceinte. Et, nous voulions te demander si tu aimerais aider à s'occuper du bébé. » Vraiment. Comme une grand-mère présente, pas comme une visiteuse occasionnelle. J'ai souri, sentant mon cœur se remplir d'un bonheur que je n'avais pas ressenti depuis des années. Ce serait le plus grand honneur de ma vie. Et maman ? Oui. Nous allons apprendre à notre enfant dès son plus jeune âge quelque chose de très important, que la personne la plus importante dans sa vie, après ses parents, c'est la grand-mère qu'il aime inconditionnellement. J'ai raccroché le téléphone et j'ai regardé la nouvelle serrure sur la porte. Ce petit changement avait sauvé notre famille entière. Parfois, pour enseigner l'amour, nous devons d'abord enseigner les limites. Et parfois, pour récupérer le respect, nous devons d'abord avoir le courage de le perdre. 1 mois plus tard, quelque chose d'encore plus extraordinaire s'est produit. Madame Fontaine a organisé un dîner chez elle, et elle m'a demandé de lui apprendre à préparer ma bouillabaisse. Nous avons passé tout l'après-midi en cuisine, 2 mères de générations différentes partageant des recettes et des histoires. Vous savez, m'a-t-elle dit en coupant les légumes, j'ai toujours cru que pour être une bonne mère, il fallait être parfaite. Maintenant je comprends qu'être une bonne mère, c'est être vrai. Quand Julien et Margot sont arrivés pour le dîner, ils ont trouvé leur mère en train de rire ensemble, couverte de farine, partageant des souvenirs d'enfance de leurs enfants. Julien m'a regardé avec des yeux brillants. « Tu sais ce qui me rend le plus heureux ?» m'a-t-il dit plus tard. « Ce n'est pas seulement que nous nous soyons réconciliés. C'est que tu m'aies appris qu'il n'est jamais trop tard pour devenir une meilleure personne. » Cette soirée-là, en regardant la famille réunie, Julien attentionné, Margot rayonnante, Madame Fontaine transformée, j'ai compris que la leçon la plus puissante que j'ai jamais donnée n'était pas dans mes mots, mais dans mes actions. Ceci est mon histoire. L'histoire de comment une femme de 71 ans a sauvé sa famille avec une perceuse et beaucoup d'amour-propre. Et vous savez ce qui est le plus incroyable ? Aujourd'hui, 6 mois plus tard, Julien apporte des fleurs chaque semaine. Pas parce qu'il y est obligé, mais parce qu'il a finalement compris que les petits gestes d'amour valent plus que les grands gestes de convenance. La leçon la plus marquante que j'ai donnée dans ma vie n'a pas été en criant ou en me disputant. Ça a été en me respectant simplement. Et en enseignant, à travers mes actions, que l'amour véritable inclut des limites saines. Parce que quand vous vous valorisez, vous apprenez aux autres à vous valoriser aussi. Et cela, mes chers, c'est une leçon qui ne s'oublie jamais. Aujourd'hui, alors que j'écris ces lignes, je regarde par ma fenêtre le port de Marseille qui scintille sous le soleil. Dans quelques heures, Julien viendra avec Margot pour notre dîner dominical traditionnel. Madame Fontaine sera là aussi, elle fait maintenant partie de ces dimanches en famille. Le bébé naîtra dans 4 mois. Un petit garçon, nous a dit le médecin. Julien veut l'appeler Pierre, comme son grand-père. Et moi, je serai là pour l'accueillir, pour lui chanter les berceuses que je chantais à son papa, pour lui apprendre les recettes de famille. Mais surtout, je serai là pour lui enseigner, dès ses premiers jours, que l'amour et le respect vont ensemble. Qu'on peut être tendre et ferme à la fois.
que les limites ne diminuent pas l'amour, elles le protègent. Car c'est cela, au final, la plus belle leçon de toute cette histoire. L'amour sans respect se flétrit, mais l'amour avec des limites saines grandit et s'épanouit pour les générations à venir. Vous savez, quand j'ai fini de raconter cette histoire, j'ai réalisé que je ne suis pas la seule. Combien de mères et de pères regardent ceci maintenant, reconnaissant leur propre vie dans ces mots? Combien d'entre vous se sont déjà sentis invisibles dans la maison que vous avez construite, ignorés par les enfants que vous avez élevés avec tant d'amour? Cette serrure que j'ai changée cette nuit-là n'était pas seulement un acte de désespoir. C'était le cri silencieux d'une âme qui a finalement dit « ça suffit ». Et aujourd'hui, en regardant en arrière, je sais que c'était la décision la plus importante de ma vie. Mais j'ai besoin de savoir, auriez-vous fait la même chose? Dans ce moment d'humiliation totale, en voyant votre fils traiter une étrangère mieux que sa propre mère, auriez-vous eu le courage de défendre votre dignité? Ou auriez-vous avalé une fois de plus, comme tant de fois auparavant? Écrivez dans les commentaires. Racontez vos histoires. Parce que je sais que beaucoup d'entre vous portent des blessures similaires, des silences qui font mal, des larmes avalées au nom d'un amour qui parfois n'est pas réciproque. Et peut-être qu'en partageant, nous pourrons guérir ensemble. Si cette histoire vous a touché, si vous avez vu un morceau de vos vies reflété ici, ne laissez pas passer. Abonnez-vous à la chaîne. Parce que j'ai plus d'histoires à raconter, plus de leçons à partager. Des histoires de gens comme nous, qui ont découvert qu'il n'est jamais trop tard pour se valoriser. Et si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'entendre cela, quelqu'un qui traverse la même chose, partagez. Parce que parfois une histoire peut changer une vie. Et toute vie mérite d'être vécue avec dignité. Aujourd'hui, à 71 ans, j'ai un petit-fils en chemin et un fils qui me traite comme une reine. Mais surtout, j'ai quelque chose que je n'avais pas il y a 6 mois, mon propre respect. Et cela, personne ne peut me l'enlever.